Serigne Mboup, directeur général Lassar. J'écoute Business Mag avec Kalsomba sur e-radio. Serigne Momar Dieye, directeur de Halogène et président de l'Association sénégalaise pour le développement de l'énergie en Afrique. Donc j'écoute Business Mag avec Kalsomba sur e-radio 90.3. Docteur Makumba Diouf, directeur de l'horticulture. J'écoute Business Mag avec Kalsomba sur e-radio. Je suis juriste spécialisé en gouvernance des ressources extractives. Je suis l'animateur de l'Observatoire national pour le respect des droits humains dans le secteur extractif, membre de la coalition Publiez ce que vous payez Sénégal. J'écoute Business Mag avec Kalsomba sur la 90.3 e-radio. Guy Kouet, président du Centre africain de veille et d'intelligence économique en abrégé CAVI. J'écoute Business Mag sur la 90.3 e-radio, la radio d'ici et d'ailleurs, avec Kalsomba. Demba Seydi, coordinateur régional Afrique de l'Ouest francophone de Publier ce que vous payez. J'écoute Business Mag sur la 90.3 avec Kalsomba. Adam Awad, je suis directeur de publication de Financial Afrique. J'écoute Business Mag sur e-radio, la radio d'ici et d'ailleurs, avec Kalsomba. Bokarsi, directeur général de la BHS et président de la PBF. J'écoute Business Max sur e-radio avec Kalsomba sur la 90.3. La 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football, l'Égypte pays hôte, une compétition qui se tiendra du 21 juin au 19 juillet. Alors, quels sont les enjeux économiques pour le pays organisateur? Quels sont les secteurs d'activité qui profitent le plus aux retombées économiques de l'événement? Les droits de retransmission des matchs, un business juteux? Pour avoir des réponses à toutes ces questions, Business Mag reçoit ce samedi 15 juin de 11h10 à midi professeur Abdoulaye Sakho, directeur de l'Institut des métiers du droit et économie du sport et enseignant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Business Mag, le rendez-vous du pétrole et du gaz et de l'actualité économique avec Kalsomba sur la 90.3 e-radio, la radio d'ici et d'ailleurs. Merci d'être à l'écoute de la 90.3 e-radio. Bienvenue dans Business Mag, le rendez-vous du pétrole, du gaz et de toute l'actualité économique. Justement, les enjeux économiques pour un pays organisateur d'un événement sportif à l'image de la Coupe d'Afrique des Nations. Notre thème du jour, le prétexte, oui, la CAN qui se tiendra en Égypte dans précisément 6 jours. Pour en parler, Business Mag reçoit Abdoulaye Sakho, directeur des métiers du droit, fondateur du Master droit en économie du sport. Et vous êtes également professeur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Professeur, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour. Bonjour, professeur. Merci de votre disponibilité. C'est moi. J'espère que vous n'avez pas souffert à cause des escaliers. Non, du tout. En bon sportif. C'est vrai que c'est un peu loin, mais quand même, on assume. Oh, vous assumez, super. Alors, professeur, qu'est-ce qu'un pays gagne économiquement à organiser une compétition sportive à l'image de la Coupe d'Afrique des Nations? Un pays gagne énormément. Si vous suivez ce qui se passe depuis... D'abord, bonjour à tous vos auditeurs. Mais si vous suivez ce qui se passe depuis quelques années à propos de l'organisation de ces compétitions sportives-là, vous vous doutez et vous vous rendez compte, de visu d'ailleurs, qu'il y a une compétition énorme entre des pays pour pouvoir organiser ces manifestations sportives-là. C'est devenu une concurrence féroce même. Féroce avec tout ce que ça comporte et tout ce qu'il y a derrière le mot féroce. On fait tout, on se donne des coups bas, on fait tout ce qu'il faut pour pouvoir organiser. Pourquoi? Je ne crois pas que ce soit seulement pour des questions de résultats sportifs. Je ne suis vraiment pas du tout sûr de cela. Il y a une donne qui est importante depuis quelques années et qui fait de telle sorte que le sport aujourd'hui a pris une autre dimension. Il ne s'agit plus seulement de rencontres sportives entre des jeunes qui se mettent dans une ère et qui essaient de gagner pour regagner. Non, aujourd'hui, le sport est devenu un moyen encore beaucoup plus important qu'à l'époque peut-être du 19e ou du 20e siècle. C'est devenu un moyen beaucoup plus important pour les États, pour les nations, de pouvoir s'affirmer, de pouvoir exister dans le concert des nations. Alors de ce point de vue, au-delà même de l'existence sociale, je peux dire, il y a une existence économique à gagner, il y a un rang économique à avoir. Alors si vous prenez juste quelque chose qui nous est proche, qui est l'Afrique, et vous vous rendrez compte qu'en regardant un tout petit peu ce qui s'est passé il y a quelques années, au moment où l'Afrique du Sud recevait, à la limite, enfin acquérait
prenait possession de son indépendance, j'allais dire, il y a eu une sorte de politique que les premiers dirigeants de l'Afrique du Sud libérés ont fait, tout simplement pour faire en sorte que ce pays puisse exister dans le concert des nations. Parce que pendant très longtemps, elle n'a pas existé, en tout cas du point de vue sportif. Elle a été boycottée parce qu'elle avait une politique qui n'était pas très bien. Alors du coup, quand ils sont venus, et l'une des premières choses que Nelson Mandela a réussi, c'est de convaincre les dirigeants sud-africains de pouvoir organiser dans leur pays toutes les manifestations sportives mondiales, sans exception, jusque même des Coupes du Monde de voile, pour vous dire. Et cela, c'est pour vous dire que le sport a une dimension qui aujourd'hui permet de souder une nation, de faire exister une nation. Mais au-delà de cet aspect social, je crois que l'économie est importante. Oui. Et c'est là où on se rend compte aujourd'hui que des combats énormes sont menés entre pays, entre continents, pour savoir qui va organiser. La Coupe du Monde de football, par exemple. Si on regarde ce qui s'est passé ces dernières années, la Coupe du Monde de football a échappé à beaucoup de pays dits de tradition pays dominants. Notamment les pays européens traditionnellement qui restaient tout ce qui se passait dans le monde et qui étaient les principaux gagnants de la mondialisation. Alors, l'Afrique du Sud a organisé la Coupe du Monde de football. Après l'Afrique du Sud, je crois que c'est allé au Brésil, si je ne me trompe pas. Après le Brésil, je crois qu'il y a eu un épisode Allemagne, mais ça va en Russie. Après la Russie, ça va aller où ça? Qatar. Après le Qatar, ça risque d'aller en Chine. Alors du coup, les anciens, enfin les pays anciennement qui dominent aujourd'hui l'économie mondiale, notamment les États-Unis et les pays européens, se sont dit, mais écoutez, ça suffit. Et ça suffit. Je parle pour que vos éditeurs puissent comprendre, mais c'est un peu plus complexe que cela. Mais ils disent ça suffit. Nous sommes les principaux bailleurs de fonds de ces manifestations parce que les publicités et les sponsors, je ne veux pas faire de publicité ici, mais regardez qui est-ce qui fait la publicité et qui sont les sponsors de ces grandes manifestations sportives. C'est des entreprises qui viennent de ces pays-là et on les met on les organise dans des pays qui ne sont pas, du point de vue relations internationales, en honneur de sainteté avec eux. Et ils ont dit, top, là, oh là. Et peut-être que ce qui s'est passé du point de vue judiciaire dans ces organisations internationales, il y a peut-être cet enjeu économique qui est en soubassement. Je ne dis pas que c'est cela, mais c'est fort possible. Aussi bien à l'international de l'athlétisme qu'à la FIFA, que peut-être au JO et certainement à la CAF. Il y a peut-être des choses qui sont passées qui ont fait de telle sorte qu'il a fallu peut-être pour certaines nations un recentrage pour qu'ils puissent à nouveau bénéficier des retombées économiques. Capter les fonds. Absolument. Tout à l'heure, en parlant, vous avez cité l'exemple des États-Unis. On a constaté dernièrement on sait que les États-Unis sont un pays de basketball et de football américain, comme on a l'habitude de lire. Mais dernièrement, on a constaté que les États-Unis d'Amérique commencent à s'intéresser au football et qu'ils ont une équipe qui fait des performances. Oui, une équipe très compétitive. Les États-Unis, vous savez, c'est la grosse puissance mondiale, mais elle n'a jamais été intéressée par ce qu'eux, ils appellent le soccer d'ailleurs, le football, qui est le sport le plus populaire au monde. Eux, le sport qui se déroule aux États-Unis, de par leur puissance économique, à la limite, ils l'ont imposé. C'est le basketball et c'est le baseball. D'ailleurs, quand un champion sort dans ces sports-là, ils appellent cela pas champion des États-Unis, mais champion du monde, parce que ce sont les seuls à le faire. Bon. Mais aujourd'hui, ils se sont rendus compte de la popularité et de l'engouement que ça représente. Et des enjeux économiques peut-être derrière. Énorme, énorme. Je vous dis une chose, ce que vous appelez les GAFA là dans votre jargon à vous, Google, Amazon, Facebook et tout cela sont en train aujourd'hui de plus en plus de pénétrer. Et du coup, vous, les médias traditionnels, vous risquez d'avoir des problèmes. Et s'ils pénètrent, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a peut-être même plus besoin d'avoir toutes ces infrastructures pour pouvoir regarder ces informations. On va s'adapter. J'espère que vous allez vous adapter. Bien sûr. Surtout les Africains. Il ne faudrait pas qu'aujourd'hui, l'habitant du village le plus profond du Sénégal, avec son smartphone, puisse regarder des manifestations et que nous, ça ne nous profite pas. Ce serait grave. Donc, il faudrait qu'on trouve les moyens, nous, de pouvoir également capter quelque chose sur ce plan-là. En fait, pour vous dire qu'une chose, effectivement, il y a de gros enjeux, de très gros enjeux derrière ces manifestations sportives-là. J'ai juste donné l'exemple des enjeux de pouvoir qu'il y a autour de cela, mais les enjeux économiques, ils sont là et ils sont bien présents. Et ça permet aussi à un pays qui organise de pouvoir, pour pas dire se développer, mais de pouvoir bénéficier d'un certain nombre de retombées qui vont participer et contribuer à son développement. Aujourd'hui, si je prends... Je reviens toujours à l'exemple de l'Afrique du Sud parce que c'est le seul pays africain qui a pu organiser ces manifestations de dimension mondiale, Coupe du monde de rugby, Coupe du monde de football et tout cela. Cette Afrique du Sud, moi, j'ai un peu visité et j'ai vu comment la préparation de la Coupe du monde de 2010 a énormément aidé, aussi bien du point de vue tourisme que du point de vue transport. Aujourd'hui, nous, dans notre pays, on parle de TER
qui doit relier une zone assez éloignée de Dakar centre lui-même. Eux, à l'époque, ils avaient réussi, par le biais de ce qu'ils ont appelé le GO-train, un train qui a un peu les caractéristiques de notre TER, l'aéroport, avec le stade de football Soccer City, avec le centre de Johannesburg, avec Pretoria. Et ils ont réussi à faire cela et ça a permis de développer. Évidemment, les taximans se sont un peu plaints, mais c'était un progrès. Et chez nous également, si on arrive à faire ce genre d'organisation, peut-être qu'on peut développer le tourisme, on peut développer l'économie des médias, on peut développer les droits de propriété intellectuelle. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous aider. Et tout le monde dit que 2002, par exemple, quand l'équipe du Sénégal avait brillé en Coupe du Monde, même les tailleurs, il paraît, les tailleurs qui sont dans les marchés, ils en avaient profité parce qu'ils faisaient des tenues à l'effigie et avec nos couleurs. Et donc ça a pu booster un tout petit peu. Donc je crois qu'on n'a pas les instruments de mesure, mais si on s'y met, on sera... C'est une réalité. Absolument. Justement, c'est pour cela que je trouve important d'essayer de décrypter quels sont les secteurs qui profitent plus à ces événements, à l'image de la CAN ou de la Coupe du Monde. Vous avez parlé du tourisme, il y a aussi le secteur informel, il y a le petit commerce aussi. Et dites-nous-en un peu plus par rapport à cela. Oui, vous savez, organiser, c'est peut-être la conjonction de plusieurs facteurs. Et organiser également, c'est peut-être prendre en compte tous les défis qui se posent au développement des différents pays. Les pays qui veulent organiser vont profiter de cette organisation pour arriver à booster ces différents secteurs dont vous parlez. Le premier des secteurs, et c'est souvent en termes d'enjeux qu'on le pose, l'emploi. L'emploi et juste les salaires. Quand on décide d'organiser une grande manifestation sportive comme les Jeux Olympiques ou comme la Coupe du Monde de football, je crois qu'il y a des chantiers qui vont s'ouvrir dans le pays. Et quand les chantiers s'ouvrent, ça veut dire qu'il y a de l'emploi qui est offert. À quel prix? Je ne sais pas trop. Chaque fois, quand vous regardez, on tape un tout petit peu sur le Qatar en disant qu'ils surexploitent les ouvriers, ils font ceci ou cela. Mais une chose est certaine, au-delà des violations des droits de l'homme, il y a peut-être de l'activité économique qui se développe. Donc, ce premier point peut être suffisamment important. Bon, l'emploi et les salaires, c'est mitigé. Deuxième enjeu, c'est peut-être ce qui fait aujourd'hui la crainte du monde entier, la sécurité. Enjeu de sécurité. Quand on organise ce genre de choses, le premier des défis qu'il faut relever et qui fait de telle sorte qu'on vous le confie d'ailleurs, c'est la sécurité. Parce que nous vivons un monde aujourd'hui qui est d'une insécurité extraordinaire. Oui. Et donc nous sommes tous sur ce plan-là. Si on arrive à organiser, on va peut-être améliorer le dispositif sécuritaire dans le pays et peut-être améliorer également tout ce qui tourne autour de ces questions-là. Troisième chose, je viens de vous le dire, les transports. Parce que quand on organise dans un pays ou sur un continent ou quand c'est une co-organisation, il faut que les gens puissent se déplacer assez rapidement, très très rapidement. Moi je me souviens, j'ai eu la chance d'assister et d'être présent à la Coupe du Monde 2010 et la manière dont j'étais dans un groupe qui a pu se déplacer et qui a pu voir 5 rencontres à des endroits totalement différents. Il nous est même arrivé de faire 7 heures de route dans un bus pour aller voir un match qui était Johannesburg pour aller à Bloemfontein par la route, dans un bus. Ici, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas... Voilà, c'est ce genre de choses-là qui fait de telle sorte que l'organisation de ces manifestations va aider à booster. Autre chose, la cohésion sociale, je viens d'en parler. Oui. L'Afrique du Sud a beaucoup profité de l'organisation de ces manifestations pour améliorer la cohésion sociale. Avant Mandela, le maillot de l'équipe de rugby de l'Afrique du Sud, où il y avait le signe des Springboks, là, c'était considéré comme un signe des Blancs. Et le maillot de foot de l'équipe qu'on appelle les Bafana Bafana, c'était les Noirs. Mais Mandela a eu un signe fort, finale de Coupe du Monde de rugby dans son pays. Il porte le maillot qui était le signe des Blancs, le Springboks. Ça veut dire beaucoup de choses. Et aujourd'hui, quand tu vas dans ces pays-là, vous vous rendez compte qu'il y a des Blancs qui portent le maillot de l'équipe de football, alors qu'à l'époque, c'était impensable. Donc, ça peut permettre la cohésion sociale. Qui est un facteur de développement. Développement énorme. On ne se rend pas tellement compte de ce que nos dirigeants ont pu faire sur ce plan-là. Vous savez, le président Senghor, aujourd'hui, on l'oublie. Mais l'une des premières choses qui a permis la construction de la nation sénégalaise, peut-être vous étiez jeune. Et moi, vous n'êtes même pas né. Moi, j'étais très jeune. J'ai de vagues souvenirs de cela. Ce sont les Jeux de l'amitié. Les Jeux de l'amitié, 1963, ici à Dakar. Et qui a donné le stade Demba Diop. Ce stade qu'on appelait à l'époque stade de l'amitié, stade Demba Diop. Et c'est grâce à ces Jeux de l'amitié que les Sénégalais
avec évidemment les actions que Senghor avait fait à l'époque. Bon, je ne dis pas que tout ce qu'il a fait est bon, mais ce qu'il avait fait a réussi à construire la nation sénégalaise, parce que dans l'équipe de football du Sénégal, qui a été la première à battre la France d'ailleurs, les gens n'en parlent pas. Mais dans cette équipe, il y avait des gens de Ziguinchor, des gens du Fouta, des gens d'un peu partout. Et les Sénégalais se sont retrouvés derrière cette équipe, et ça a permis de consolider la construction de la nation sénégalaise. Donc sur ce plan-là, je crois qu'il faudrait qu'on réfléchisse un tout petit peu pour voir. Et mieux, il est allé plus loin. Je crois qu'on n'a pas beaucoup étudié les relations entre sport et politique. Il est même allé plus loin, parce que 63, c'était les Jeux de l'amitié, mais en 1967, juste avant les événements de mai 68, au stade Iba Mar Diop, Senghor a réussi à organiser ce qu'on a appelé un match d'athlétisme entre les États-Unis et l'Afrique. Et c'était le développement du sentiment africain. Imaginez aujourd'hui un court instant que l'on fasse des Jeux Olympiques, qui est une finale de 100 mètres, et qu'un Africain gagne. Qu'on mette l'hymne africain. Est-ce que les jeunes Africains ne vont pas, les jeunes qu'il y a dans nos différents pays, ne vont pas se retrouver là-dedans? Est-ce qu'ils ne vont pas développer un sentiment africain où ils disent c'est le Sénégal? Et se réconcilier avec le continent, absolument. Et arrêter la migration. Ces bagarres et tout ça, tout ce qu'on est en train de faire entre nous. Voilà. C'est cela en réalité. C'est pour ça que je dis que le sport peut aider énormément à la cohésion sociale. Ensuite, l'apaisement. Quand il y a de l'apaisement dans un pays, le tourisme marche. Oui. Le tourisme marche. Si les gens se sentent en sécurité, ils viennent. Et donc, tous ces secteurs-là font de telle sorte que, sans compter les sports directs dans le sport, les emplois directs dans le sport. Oui. Un stade de football, c'est pas seulement aller jouer au football. C'est un jardinier, c'est un gardien, c'est peut-être des centres de médias. C'est beaucoup de choses autour de cela. Il y a des métiers connexes. C'est des stewards, c'est d'ailleurs les gens de sécurité là. Quand vous allez dans les pays européens, vous ne verrez jamais un type armé dans un stade. Ceux qui font la sécurité, c'est ce qu'on appelle les stadiers là. Mais ici, on n'a pas encore ça. On va chercher l'armée, on va chercher les policiers, on leur dit venez faire là. Mais c'est le moment de s'y mettre quand même, par exemple, professeur. Et c'est pas impossible. C'est pas impossible. On a beaucoup de jeunes qui ont besoin aujourd'hui d'emploi, les transformer en stadiers, leur permettre le week-end, surtout les étudiants, de pouvoir avoir un tout petit peu, payer leurs études. Ça vaut mieux que de les laisser aller courir toujours derrière les bourses et de se battre pour qu'on leur paie ces bourses-là. Je crois que c'est mieux de ce point de vue. Et vous avez parfaitement raison de me poser la question. Je crois qu'aujourd'hui, les secteurs économiques que l'on peut développer, j'en ai cité quelques-uns, il y en a 2 fois plus que ça. Oui. Vous m'avez parlé, tout à l'heure, on a parlé des tailleurs. Oui. Quand l'équipe nationale de football du Sénégal gagne, les gens aiment bien s'habiller en vert jaune rouge. Justement, on a prévu quelque chose. On va parler du petit commerce, du secteur informel, parce que vous le savez mieux que moi que le tissu économique du Sénégal est constitué à 90% par le secteur informel. Et quand on parle de football, on parle de maillot, on parle de casquette, on parle d'écharpe. Et même si le Sénégal n'est pas le pays organisateur, le Sénégal est représenté lors de cette CAN. Et il y a le business de vente de maillots est un business florissant. En tout cas, c'est ce qui ressort du sujet réalisé par Awa Diop. Elle est à la rencontre d'un confectionneur et d'un vendeur de maillots. Nous l'écoutons et nous revenons. Les grands rendez-vous sportifs comme la Coupe d'Afrique des Nations de football drainent un monde fou. Des férus du ballon rond, voilà pourquoi des entrepreneurs sénégalais tentent de saisir les opportunités économiques de ces événements. Moussa Gueye confectionne et vend des maillots et accessoires aux supporters sénégalais. Un business florissant, nous dit-il. Lors des Coupes d'Afrique, on a fait de bons chiffres d'affaires. J'amène des produits pour les supporters qui viennent d'horizons divers. Qui ne quittent pas le Sénégal, qui sont des supporters du Sénégal. Donc, en tant que supporter du Sénégal, j'ai pensé à faire des maillots du Sénégal, des blousons, des casquettes, des écharpes. J'achète ici au Sénégal et que j'amène arriver sur place, ils sont qui marchent fort. Des maillots, des foulards, des casquettes, des t-shirts avec le drapeau du Sénégal bien en relief. Moussa propose des prix compétitifs. Non, mais c'est des prix abordables pour tout un chacun. Parce que donc, les prix sont abordables. Il faut avoir un maillot à 10 000 francs, il y a des maillots à 6 000 francs, il y a même des maillots à 3 500. Donc, c'est des prix abordables. Les écharpes à 1 500 francs, 2 000 francs, les casquettes, il y a des casquettes à 1 500, il y a aussi des casquettes à 10 000 francs. Les casquettes à 10 000 francs, c'est des casquettes VIP très jolies. Amateur de foot, fidèle supporter des Lions, Moussa fera le déplacement en Égypte pour vendre ses articles. Ouais, je suis prêt. Ouais, tu sais, depuis 1986, je suis derrière l'équipe nationale. C'est certain. 86, j'ai fait Caire 2006, donc je connais bien l'Égypte, donc je suis prêt pour y aller, profiter de cette Coupe d'Afrique pour rendre service à ces supporters qui viennent d'horizons divers. La Coupe d'Afrique des Nations, un événement oui, mais un événement qui enregistre également des retombées économiques non négligeables.
Awa Diop, merci infiniment. Professeur, vous avez suivi avec attention le sujet. Tout à fait, tout à fait. Et ça m'inspire 2 réflexions. Oui. La première, c'est quand vous dites secteur informel, je dis que c'est peut-être l'un des secteurs les plus dynamiques de nos économies. Et ils savent saisir les opportunités. Ils savent se débrouiller pour, à la limite, exister également. Alors, le fait que ce monsieur voie une possibilité de faire du business avec les succès ou en tout cas les matchs de l'équipe de foot du Sénégal, moi je trouve que c'est une très bonne chose et c'est à encourager. La deuxième réflexion, cette fois-ci, c'est le juriste qui va parler. Généralement, quand on parle de secteur informel, on dit que ce sont des acteurs économiques qui sont en marge de la loi. Et c'est vrai que, d'après ce qu'il vient de dire, il y a un problème de droit. Mais ça peut se régler. Et ça peut se régler. Il y a un problème de droit parce que... Lequel ? Le problème de droit qui se pose, c'est qu'il va commercialiser quelque chose qui ne lui appartient pas. Parce que ces maillots de l'équipe de foot du Sénégal, ces signes, nous on les appelle dans notre jargon à nous, des signes distinctifs qui appartiennent à quelqu'un. Ces signes distinctifs appartiennent à la Fédération sénégalaise de football, en tout cas appartiennent à l'État du Sénégal, mais l'État les a par délégation donnés à la Fédé de foot. Et donc, c'est à la Fédé aujourd'hui de pouvoir tirer parti de cela. Mais comme elle ne le fait pas, et comme la Fédé utilise les grands équipementiers comme Puma, je ne fais pas de publicité. Oui, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Oui, c'est la réalité. Et que ceux-là, leurs produits ne sont pas accessibles au grand public sénégalais, moi je trouve normal que des acteurs économiques sénégalais essaient de s'engouffrer dans la brèche. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Mais ce qui aurait dû se faire, et c'est là où je dirais, j'en appellerai aux dirigeants du football sénégalais. Aujourd'hui, l'équipe nationale de football du Sénégal marche très fort. Autour de cette équipe nationale de football, il y a à faire ce qu'on appelle du merchandising. C'est comme ça que cela s'appelle. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des produits dérivés. Et ces produits dérivés devraient aujourd'hui alimenter les caisses de la fédération à un point tel que quand l'équipe du Sénégal bougera, on n'aura peut-être même plus besoin de faire appel au trésor public et au ministère en leur disant venez mettre de l'argent de là-dedans. Ce n'est même plus normal aujourd'hui qu'au niveau où l'équipe nationale du Sénégal est de football, que l'on se mette à demander toujours de l'argent au ministère, qui lui passe son temps à dire oui, nous on a fait tout ce qu'il faut, l'État a tout fait, donc maintenant il faut nous ramener la coupe. C'est du n'importe quoi. Je suis désolé de le dire, mais c'est pas ça. Aujourd'hui, si la Fédé trouve les moyens de faire une gestion économique bonne et saine, je crois qu'il y aura suffisamment de moyens dans les caisses de la fédération à un point tel que ce sera plutôt le football qui donnera de l'argent par le biais des impôts à l'État plutôt que l'inverse. Aujourd'hui, je vois le football français, je dis bien le football français, oui. Il donne près de 1,7 milliard d'impôts et taxes à l'État français. Et ça fait, ils ont dit, 7 fois plus que l'industrie du spectacle, les Johnny Hallyday et tout cela. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire de ce point de vue-là. Malheureusement, c'est vrai. Nous, chez nous, il n'y a qu'une vitrine, c'est l'équipe de foot du Sénégal, l'équipe A. Le reste, à la limite, l'équipe A, vous avez bien raison de préciser l'équipe A. C'est l'équipe A. Oui. Voilà, le reste, c'est budgétivore. Mais cette équipe A, aujourd'hui, elle peut trouver des ressources qui peuvent alimenter tout le reste. Même payer l'entraîneur de football du Sénégal, normalement, c'est la Fédé qui aurait dû le faire aujourd'hui avec le renfort. Mais qu'est-ce qui nous empêche de mettre en place ce dispositif et de profiter de la manne qu'il y a des opportunités qui sont derrière le sport? C'est un système de management qu'il faut mettre en place. Si on vient et qu'on se contente de ce que l'on trouve ici, ça ne marchera pas. Il faut être inventif. Il faut créer. Aujourd'hui, avec le secteur informel, c'est quoi? C'est qu'ils mettent un produit qui est disponible pour le pays. Même si les gens disent c'est du chinois, c'est du... Non, c'est disponible pour le supporter. Et les gens l'achètent, les gens consomment. Le jour du match, ils le mettent, même si ça va se déchirer le lendemain. Alors, qu'est-ce qui empêcherait la fédération d'aller discuter avec ses équipementiers et de leur dire, mettez-nous à disposition des maillots pour le marché sénégalais? D'avoir une boutique des lions. Pourquoi pas? Beaucoup de choses, ils avaient essayé. Mais, vous savez, il y a beaucoup de choses sur le management du sport et surtout cette équipe A-là. Cette équipe A, elle pose des problèmes parce que c'est la seule aujourd'hui qui peut réussir à avoir des ressources. Et quand il y a des ressources quelque part, il y a toujours des problèmes. Donc, si on ne met pas en place des procédures claires et nettes, je vous assure, il y a tout le temps des problèmes. Regardez le pétrole aujourd'hui. C'est parce qu'il y a des ressources et que les choses ne sont pas claires. Si c'est clair, il n'y a aucun problème. Tout à l'heure, vous m'avez soufflé en off et je viens de faire la remarque que
c'est dans les pays où il y a des réserves importantes de pétrole ou des pays producteurs de pétrole que l'on organise les grands événements sportifs. Donc forcément, il y a un lien entre le pétrole et le sport. Ça tombe bien parce que le nom de l'émission, c'est le Business Mag, le rendez-vous du pétrole, du gaz et de toute l'actualité économique. Donc il faut qu'on en parle. Ouais, mais je ne parlerai pas de pétrole. Non, au Sénégal. pas du sujet. Ouais. Mais tout à l'heure, vous m'avez soufflé et que quand j'ai pris du recul, j'ai reconnu que c'est vrai. C'est juste. Oui. C'est en fait. Comme le Qatar, par exemple. Voilà. Organiser l'événement sportif, ça va avec des ressources, avec un financement. Or, aujourd'hui, les gens ne vous prêtent pas pour faire ce genre de choses-là. Il faut avoir les ressources suffisantes, avoir les reins assez solides pour pouvoir se mettre à organiser. Et depuis quelques années, moi, j'ai fait la remarque pour la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN, elle suit la route, ce que j'appelle la route du pétrole. Oui. C'est-à-dire, elle ne vient presque jamais en Afrique de l'Ouest. Peut-être qu'on va recevoir une canne puisqu'on a du pétrole. Puisqu'on a du pétrole, peut-être qu'ils vont nous donner ça maintenant. Mais sinon, c'est Gabon, Guinée équatoriale, c'est les pays Égypte, c'est ce genre de choses. Le Cameroun a essayé. Le Cameroun, ça n'a pas marché, vous avez vu. Oui. On lui a retiré. Oui. Ils ont essayé, on a dit ça ne va pas marcher. Donc le pétrole est partout. Le pétrole est partout. Le pétrole est dans le sport. Oui. Aujourd'hui, quand on parle de pétrole au sport, c'est Paris. C'est la France. Le seul club aujourd'hui qui est supposé être parmi les grands en France, c'est un club qui est soutenu par le pétrole. C'est le Paris Saint-Germain. Et derrière, il y a le Qatar. Oui. Donc, ça veut dire que la richesse aujourd'hui des nations, si Adam Smith devait écrire son livre sur la richesse des nations, il mettrait peut-être plus l'accent sur les ressources naturelles du pétrole et peut-être sur l'économie du savoir. Mais sur le pétrole, aujourd'hui, c'est le pétrole qui tient le sport aujourd'hui. Et je vous assure, quand la stratégie du Qatar pour la France, ils avaient essayé. Ils avaient essayé en essayant de se mettre sur la culture, les grands monuments français, les Champs-Élysées. Tout de suite, les Français leur ont dit non, ça ne peut pas marcher. Mais ils sont allés voir ce que la France aime. Et qu'est-ce que la France aime? C'est le football. C'est le Paris Saint-Germain. Sarkozy a été, je crois, un des courtiers. Et ils ont pris le Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, plus personne, on ne pense même plus que ce sont des Arabes. On n'y pense pas. Oui. C'est quand ça ne marche pas qu'on se rend compte que ce sont des Arabes. Mais là, actuellement, ils ont été intégrés. Et c'est le pétrole qui a permis cela aujourd'hui. Donc, il faudrait qu'on puisse le faire. Si on arrive à bien gérer notre pétrole, peut-être que... Qui sait, on va organiser une CAN. On va y arriver. Non, on organisera une CAN, mais on sera même peut-être un peu mieux considéré dans le concert des nations au niveau. Regardez, en parlant toujours de sport, quel est aujourd'hui l'entraîneur africain qui entraîne en France? Il n'y en a pas. Ouais. En dehors de Omar Daf. Omar Daf, oui, ça c'est à force de persévérance qu'il a réussi à faire cela. Mais l'Afrique n'a pas d'entraîneur. Or, prenez la CAN, il y a combien d'entraîneurs français et étrangers qui sont là-dedans? Ça veut dire quoi? Il y a des choses sur lesquelles il faut qu'on réfléchisse. Et donc, avoir un peu de richesse, comme vous dites, si on a un tout petit peu de richesse, il y a des chances qu'on puisse exister. L'espoir est permis. L'espoir est permis, en tout cas pour le Sénégal. Moi, j'ai beaucoup d'espoir. Je crois qu'on organisera bientôt une CAN avec toutes les infrastructures qu'il faut. Et justement, avec les infrastructures, pour organiser une CAN, il faut les infrastructures sportives, hôtelières, un investissement important et peut-être de la part des autorités attendre un retour sur investissement, comme on le dit en économie. C'est ça? Tout à fait. Quand vous mettez en place des infrastructures, des réceptifs pour organiser un événement, vous les mettez en place, mais l'événement va durer 15 jours, 1 mois au grand maximum. Les gens partent. À partir de demi-finale, ils sont partis si c'est le football. Et les infrastructures restent. Et les emplois ont été créés entre-temps. Il faut une stratégie, justement, pour maintenir tout cela. Et c'est là où je crois, par moment, nous manquons d'imagination. Je crois. C'est là où nous manquons d'imagination. Aujourd'hui, les gens parlent du Gabon et d'un stade qu'ils ont construit dans la forêt, qui s'appelle le stade de Oyem, je crois, qui est envahi par la forêt aujourd'hui. Parce que, tout simplement, ils ne savent pas comment l'utiliser. Et ça, c'est ça le problème aujourd'hui de l'Afrique. Le management, il faudrait qu'on s'y mette et qu'on soit prévenant. Qu'on sache faire des stratégies qui nous permettent de dire on va organiser pendant 3 semaines, mais après ces 3 semaines, on fait quoi? Comment utiliser ces infrastructures? On les ferme? Si on doit les fermer, on les ferme. Un point, c'est tout. Mais si on doit les laisser, il faut les rentabiliser. Il faut faire en sorte que ça puisse marcher. Si vous prenez la manière dont on gère aujourd'hui les infrastructures sportives, dans les grands pays de sport, vous vous rendrez compte qu'il n'y a pas que du sport à l'intérieur. Bien sûr. Vous vous en rendez compte? Oui. Tout le monde parle de lieu de vie aujourd'hui. Il m'est arrivé, par chance, de visiter un terrain très mythique de football, qui est le stade du Milan AC, San Siro. Et d'ailleurs, les Sénégalais ont mis du temps à comprendre. C'était un stade qui était partagé entre les 2 grands clubs de Milan.
on avait l'impression que c'était le Milan parce que c'était le Milan AC, parce que Milan était à l'époque beaucoup plus célèbre de notre temps, nous, du temps de Ruud van Nistelrooy, les Gullit et tout ça. On disait San Siro, c'était le stade du Milan AC. Mais quand le Milan AC joue là-bas, on l'appelait San Siro. Et quand l'Inter de Milan joue, c'est le stade Giuseppe Meazza. C'est le même stade. Et aujourd'hui, ce stade, moi, j'ai eu la chance de l'avoir visité. Quand vous allez dans les derniers stades, dans les derniers étages de ce stade, c'est des restaurants, c'est des lieux de vie. Il y a même qui prévoient aujourd'hui de mettre des hôtels dans les stades et des chambres d'hôtel directement qui donnent dans le stade. Donc c'est pour vous dire qu'il y a une manière de faire qui ne nous est pas accessible, hein, au contraire. C'est important de le préciser. Ça ne nous est pas accessible. Juste, on a les architectes qu'il faut. Oui. On a les hommes qu'il faut. Les financements, il suffit de les trouver. On a l'expertise qu'il faut. Vous êtes là en face de moi. L'expertise, je ne sais pas si on a l'expertise, mais je sais qu'on a au moins le public qu'il faut. Le public sénégalais aime beaucoup le sport. Oui. Vraiment, quand je les regarde, j'ai même par moments pitié. Je dis, voilà des gens qui, depuis la nuit des temps, rêvent de quelque chose. Et on n'arrive pas à le leur donner. Pourquoi on n'arrive pas à le leur donner? Un de vos confrères a écrit récemment, pourquoi le Sénégal n'y arrive pas? C'est Babacar Khalifa Ndiaye du Soleil, là. Il a écrit pourquoi le Sénégal n'y arrive pas. Il essaie lui aussi de mettre sa pierre à l'édifice. Mais je crois qu'on a des choses à dire de ce point de vue-là et à faire. Et puis surtout, être humble. Oui, l'humilité. Ne pas être pressé. La patience. Sur ce plan-là, je crois que les économistes et les hommes d'affaires nous ont montré la voie. Ils nous montrent la voie. Quand je prends des groupes qui ont plus ou moins réussi aujourd'hui, on en parle, je ne donne pas de nom de groupe, mais ils ont commencé avec le secteur informel. Et ces groupes, aujourd'hui, sont reconnus. C'est des années. Vous pouvez les citer parce que c'est le moment de mettre en exergue, de faire la promotion de nos champions. Par exemple, ce que Babacar Ngom fait avec son groupe, c'est quelque chose d'important. Oui. Ce que le groupe de Serigne Mboup est devenu, et son père avait une échoppe à Sandaga, d'après ce qu'on m'explique, à Sandaga ou sur l'Avenue Ferrer, je ne sais même plus. Mettez-nous dans la fourchette. Non. Le groupe Emedia. Non, le groupe Emedia. Vous êtes en train de venir. Et c'est pour ça d'ailleurs j'ai accepté. Moi, je fais de moins en moins des médias, mais je sais que bien ordonné commence par soi-même. Oui. Vous êtes très ambitieux. Je ne vais pas violer un secret. Je connais un tout petit peu la genèse de votre... Parce que vous avez travaillé avec des amis à moi, des experts comptables qui ont mis en place cette affaire. Je crois qu'il faut vous encourager. Vous faites partie de ces groupes qui doivent pouvoir aider et changer peut-être le paysage économique sénégalais. Pas seulement des médias, mais le paysage économique. Donc, je disais, patience, humilité. Quand je reviens au sport et surtout à ce qui nous concerne aujourd'hui, le football, on dit il faut gagner. Tout le monde le dit. J'ai lu tout à l'heure un titre d'un journal où je crois que c'est le ministre des Sports qui disait la coupe ou rien. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête ça. Le Sénégal a atteint aujourd'hui, du point de vue de ses résultats, pour son équipe nationale A, je veux dire, pas les autres. Pour l'équipe nationale A, on a atteint un niveau qu'on n'a jamais atteint. Donc, si je prends l'exemple de la France, et je reviendrai au Sénégal, pour gagner un trophée. 1958, la France fait demi-finale Coupe du Monde. Pour qu'elle arrive à avoir un trophée, il a fallu 2 ou 3 générations. C'est en 98 qu'elle a gagné la Coupe du Monde. En 78, avec la génération de Platini, elle a gagné l'Euro. Mais il a fallu du temps. 98, il a fallu encore du temps pour que 2018, ils aient leur deuxième médaille. 10 ans après. Nous, Sénégal, tu viens, 68, Asmara, on en parle toujours, les grands Yatma Diop là. Oui. 68. Après 68, on va quel 86. Imaginez, 68 à 86, on n'a pas mis les pieds à la CAN. 86. Et de 86, d'ailleurs, c'est la meilleure équipe que le Sénégal ait jamais eue, qui est, à mon avis, beaucoup plus forte que même celle-là. 86. Parce qu'on avait un gardien de but sec, on avait un défenseur central qui était Roger Mendy, on avait au milieu de terrain des gens comme Oumar Gueye Sène et tout ça qu'on n'a pas aujourd'hui. Ce talent-là de milieu de terrain de l'époque, on ne l'a pas aujourd'hui. Oumar Sène, Christophe Sagna, Boubacar Sarr Lokot, Amadou Diop Boy Bandi, ça c'était des gens qui étaient talentueux. Ce n'étaient pas des professionnels très très aguerris, mais ils étaient talentueux. Et ils avaient un buteur qui était Bokandé, qu'on n'a pas aujourd'hui actuellement. Donc c'est pour vous dire que 86 était meilleur que ça. Mais il faut du temps. 86, ensuite on va faire une finale de Coupe d'Afrique en 2002. On fait une quart de finale de Coupe du Monde. Et aujourd'hui, on dit coûte que coûte, il faut gagner la Coupe. Il faut attendre. Donc il faut du temps. Il faut du temps. Et surtout, il faut travailler à l'intérieur. Oui. Nous, on ne travaille pas. Je suis désolé de le dire. On ne travaille pas. On compte sur la formation française. Dès qu'on voit un nom qui s'appelle Oumou, et dit, ah, ça c'est un Sénégal, il faut le sélectionner. On va le chercher. C'est la formation française qui donne notre équipe nationale aujourd'hui. Regardez cette équipe nationale. Je crois qu'ils sont peut-être 23. Mais sur les 23, peut-être 15 à 16 sont nés et formés en France. Et on me dit c'est l'équipe du Sénégal. Il y a un problème sur ce plan-là. Il faut qu'on réfléchisse et qu'on se remette ici à travailler. Le Sénégalais aime beaucoup le raccourci. On ne travaille pas ici. Et on veut gagner des choses.
C'est vrai qu'on a du talent aujourd'hui, on escompte dessus, on a des gens qui ont travaillé, on a des jeunes qui peuvent aller loin, mais les gars, il faut travailler également dans le pays. Parole de professeur Abdoulaye Sakho, directeur des métiers du droit, fondateur du master droit économie du sport. Vous êtes également professeur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, juriste de formation, un homme multijambiste. Bon, nous allons parler des droits de diffusion de la CAN, un business juteux. On sait que la RFI a gagné le marché pour les radios et la RTS, faut la citer, ce sont nos concurrents, mais voilà, ils ont gagné le marché des droits terrestres. Donc, est-ce qu'il y a un business juteux derrière les droits de retransmission des matchs? Trop. C'est ce qui fait vivre aujourd'hui. C'est pour ça, je disais tout à l'heure, vous êtes un peu, à la limite, menacé par les réseaux sociaux. Nous, on va s'adapter. Hein. J'espère pour vous. Non, on est déjà dans les starting blocks. Vous vous appelez iRadio et j'espère que vous allez continuer une radio digitale, une télé digitale, un site hyper méga giga digital. Parce que le monde est peuplé. Oui. Or, qu'est-ce qui intéresse derrière ces manifestations? C'est un spectacle. Et les gens ont besoin d'accéder à ce spectacle. Comment accéder à ce spectacle? C'est vous. Oui. C'est vous les médias. C'est pour ça qu'on vous appelle médias. C'est pas immédiat, mais c'est média. C'est quelque chose qui est... Voilà. On passe par vous. Un jeu de mots. Voilà, c'est un jeu de mots. Voilà. C'est pas direct, mais c'est média. Donc, cette médiation des médias, on en a besoin. Et c'est pour ça que vous êtes important dans cette affaire-là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je reviens et je fais un tout petit cours de rien du tout. Oui, allez-y. Quand on est organisateur d'un spectacle, on vous considère, le droit vous considère comme le propriétaire de spectacle. Et quand vous êtes le propriétaire d'un spectacle, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Vous pouvez le vendre, vous pouvez faire ce que vous voulez. Or, les spectacles, aujourd'hui, il n'y a pas que ceux qui vont au stade qui veulent le voir. C'est le monde entier qui veut voir ce spectacle-là. Tout le monde veut voir une finale de 100 mètres ou 200 mètres avec Usain Bolt. La finale des Jeux Olympiques du 100 mètres, c'est le monde entier qui s'arrête. Je dis le monde entier. Ça dure 9 secondes à 10. Tout le monde, c'est Mondiovision, tout le monde regarde ça. Alors, imaginez un court instant, pendant que tout le monde est en train de regarder, juste avant ou juste après, on met la publicité de iRadio. Tout le monde saura que iRadio existe. Bien sûr. Le monde entier, c'est des milliards de personnes. Est-ce que vous avez la possibilité de payer ça en publicité? Vous ne pouvez pas. Donc, trouvez les moyens, aujourd'hui, de se faire voir à travers les manifestations sportives. C'est pour ça, les organisations comme la FIFA, comme la CAF, comme l'IAF sur l'athlétisme, comme l'organisation de handball, le rugby et tout ça, ils ont des moyens. Ils ne comptent plus sur les moyens des États. Ce qu'ils font, c'est que leur spectacle, ils le vendent. Ils le vendent à qui? Ils le vendent aux médias, à ceux qui peuvent le montrer aux autres. Et ceux-là, pourquoi ils l'achètent? Ils ne l'achètent pas pour le beau-yeux du spectacle, non. Ils l'achètent parce qu'ils disent à ceux qui sont des opérateurs économiques, écoutez, nous, on va montrer telle manifestation, il y aura peut-être 150 millions de personnes qui vont regarder, vous avez un crédit à faire voir, venez, on va vous faire voir pendant cette affaire-là. Et c'est là où c'est intéressant. Et c'est de ce point de vue-là, réussir à faire de la publicité lors des manifestations sportives, lors des retransmissions des manifestations sportives, c'est ça qui fait du surenchérissement. Et c'est même pas seulement aujourd'hui l'organisation comme CAF ou FIFA qui est payée, mais je vous dis, même ceux qui sont dans le stade et qui sont en train de jouer, il y a aujourd'hui des réglementations qui permettent de donner des retombées à ces joueurs-là, les Sadio Mané et tout ça qui jouent. Donc, si on réfléchissait également, encore une fois, j'en appelle à l'innovation, à l'esprit d'innovation et d'imagination de nos Sénégalais et de la Fédération sénégalaise de football. Aujourd'hui, quand Sadio Mané joue une finale de Ligue des Champions, qu'est-ce que le Sénégal gagne? Est-ce qu'on gagne quelque chose? Je ne suis pas sûr. Oui. Pourtant, il est né ici, dans un hôpital sénégalais, soigné par des médecins sénégalais, par des sages-femmes sénégalais. Formé. Il a grandi ici. Formé c'est relatif, parce que nous, on est formés dans le tas comme ça. Les gens, là où ils passent, là, c'est pas formé. Je suis désolé de le dire, mais ils sont pas formés là-bas. Ils mettent pas beaucoup de temps. Voilà. Ils mettent pas beaucoup de temps là-bas. Mais ils ont été détectés par ces gens-là qui ont pu on va employer le mot détecté alors. Voilà. C'est pas la formation, ça. Donc, ils ont été détectés et on a réussi à les positionner. Alors, tout ça, ceux-là même qui ont détecté et qui ont vendu ont pu peut-être avoir des indemnités de formation. Mais par contre, nous, Sénégal, qu'est-ce qu'on gagne dessus? Combien de fois Drogba? Combien de fois Samuel Eto'o? Qu'est-ce que l'Afrique a gagné? Rien. Et quand vous prenez le championnat de France de football, ou le championnat d'Italie, ou le championnat espagnol, quand ils font des répartitions de droits de télévision, il y a des joueurs et des entraîneurs qui ont quelque chose dans la répartition. C'est donc vous pouvez profiter de cette brèche. Il faut dire à ces organisateurs, écoutez, il y a nos joueurs africains qui sont là, comme il y a combien de joueurs sénégalais en Ligue 1 française? Et pourtant, on donne des répartitions à différents clubs.
en fonction de leur présence à la télévision. Les droits de TV de PSG, c'est peut-être 10 fois supérieur aux droits de TV de Guingamp, certainement. Mais on donne quelque chose aux joueurs qui font le spectacle. Je suis persuadé que ce que Neymar gagne, peut-être en termes de retombées, c'est pas la même chose que va gagner peut-être un Chernoï. Je ne sais même pas s'il gagne quelque chose là-dessus. C'est un peu cela le problème. Alors, il faudrait qu'on réfléchisse et qu'on dise que nous voulons exister dans le Conseil des Nations. Nos jeunes qui font partie du spectacle et qui font ce spectacle-là, nous voulons que vous leur donniez quelque chose, pas à eux seulement, mais au pays dans lequel ils viennent. Et c'est ça l'équité aujourd'hui. Et c'est cette équité sur laquelle il faut travailler. Et je crois que les grandes organisations sportives internationales ne sont pas bêtes de ce point de vue-là. Quand ils ont fait l'indemnité de formation, ensuite, on a poussé. Les pays africains en particulier ont poussé. Ils se sont dit, tiens, c'est pas seulement l'indemnité de formation, il y a ce qu'on appelle l'indemnité de solidarité, qui va vers les clubs navétanes là. C'était tout petit, rien du tout. Quand vous donnez, je ne sais pas, 25 millions à ces clubs-là, mais vous avez réglé tout le problème peut-être pour un an. C'est fort possible. 25 millions, c'est rien pour ces gens là-bas. Donc, c'est ce genre de réflexion qu'il faut mener pour qu'il puisse y avoir des retombées du football mondial dans nos différents pays. Mais on ne peut pas attendre, tout simplement. On est content, on est fiers, quand on voit Sadio Mané, le maire de Liverpool, il gagne. Les Sénégalais sont très fiers. Après, c'est fini. Voilà, c'est ça mon problème aujourd'hui. Je dis que... Il faut capitaliser ça. Voilà, il faut trouver des structures et des mécanismes pour que ce qui se fait au niveau mondial, parce qu'on dit mondialisation, ça veut dire qu'on est tous dans un village. Oui. Et comme on est tous dans un village, s'il y a de l'eau à distribuer, tout le monde doit en avoir. Forcément. Ou bien, pourquoi on donne un quartier et on laisse l'autre quartier? C'est pas normal. C'est ça qui n'est pas normal. Et donc, je dis que les pays africains aujourd'hui, et particulièrement la CAF, et sa gouvernance qui est complètement chancelante actuellement, cette CAF devrait essayer aujourd'hui de mettre des mécanismes en place pour dire à la FIFA, écoutez, voilà ce qui se passe, pour dire à l'UEFA, quand il y a Ligue des Champions, les Africains regardent en masse. On passe notre temps devant ces télévisions. Donc, on ne gagne rien. Et c'est ça mon problème aujourd'hui. Ce n'est pas seulement d'être fier d'avoir un joueur qui joue la Ligue des Champions, mais c'est de pouvoir également profiter de cela pour un tout petit peu diminuer les souffrances de nos populations en mettant des moyens ici, en permettant à des jeunes Sadio Mané de pouvoir se former à nouveau, à des jeunes de pouvoir avoir les moyens de s'exprimer, de s'épanouir et peut-être d'aller briller ailleurs. Donc, si je vous entends bien, l'Afrique est loin d'avoir une industrie sportive. Totalement, on est totalement loin de ça. On ne peut pas parler d'industrie sportive. Voilà. C'est même difficile de parler d'industrie sportive. Ceux qui s'y essayent, et c'est là où par moment, quand on discute avec, pas seulement dans le sport, mais dans les conférences internationales, on leur dit arrêtez de généraliser. Vous faites de la généralisation abusive parce que l'Afrique n'est pas univoque. Il y a plusieurs Afriques. Et si je prends l'exemple du football, désolé de le dire, mais le football sud-africain, son organisation n'a rien à voir avec l'organisation du football ouest-africain. Aujourd'hui même, je crois que le Mali est menacé de ne pas aller à la CAN parce qu'ils n'ont pas réglé le problème de gouvernance là-bas. Il y avait un comité de normalisation, ils doivent tenir une AG, je crois que c'est aujourd'hui, et s'ils ne le règlent pas, la CAF les menace de ne pas être présent à la Coupe d'Afrique. Donc, le football sud-africain, le football ouest-africain et le football de l'Afrique du Nord n'ont rien à voir. Si vous regardez bien, chaque fois qu'il y a des Ligues des champions africaines, nous, on n'est pas présents. Oui. Depuis combien de temps? C'est d'ailleurs l'occasion, encore une fois, d'insister sur le fait qu'il faut qu'on travaille à la base. Il faut qu'on travaille ici. Il faut qu'on arrête de compter sur la France pour nous fournir des joueurs et de dire que c'est le Sénégal. Moi, ça me fait mal. Honnêtement, ça me fait mal. Il ne faut pas nous voiler la face. Il ne faut pas qu'on se voile la face. On se voile la face. Déjà, l'équipe de 2002, là, à l'époque, quand je voulais rigoler, je disais cette équipe ne relève pas du ministère des Sports, elle relève du ministère des Sénégalais de l'extérieur. Là, c'est encore pire. Voilà. Bon, je suis désolé de parler dans ce sens-là, mais je suis très patriote. J'aime beaucoup cette équipe-là. C'est bien d'être patriote. Voilà, j'aime beaucoup cette équipe. C'est des jeunes Sénégalais. C'est vrai qu'ils n'ont pas grandi ici. C'est vrai qu'ils ne sont pas nés ici. Mais ils portent nos couleurs. Aujourd'hui, il faut les encourager. Il faut faire en sorte qu'ils puissent s'en sortir. Oui. Et ils l'ont fait quelquefois au mépris de beaucoup de choses. On les a taxés de tous les noms d'oiseaux. Mais aujourd'hui, ils sont en train de défendre nos couleurs. Il faut qu'on les soutienne. Il faut qu'on les soutienne. D'ailleurs, la Fédération internationale de basket africain a confié au Sénégal l'organisation de l'Afro-Basket féminin qui se tiendra au mois d'août prochain à Dakar. Nous avons le Dakar Arena, on a un parc hôtelier moderne, c'est vrai. On a une nouvelle compagnie aérienne, Air Sénégal, qui renaît des cendres de Air Sénégal. Quels sont les leviers et les stratégies à mettre en œuvre pour capter cette manne financière qui se cache derrière cet événement? Pas grand, mais un grand, à ne pas négliger quand même. C'est un grand événement pour nous, parce que quand même, depuis combien de temps on n'a pas organisé quelque chose? C'est un très grand événement. Oui. Et il faut le mettre en relation avec
les Jeux Olympiques de la jeunesse qu'on devrait organiser. Il y a le tournoi UFOA, oui, zone A, oui, UFOA, oui. Voilà. Donc, le Sénégal est en train de faire des progrès de ce point de vue-là. On est en train d'avancer un tout petit peu et je crois qu'on arrivera peut-être à quelque chose sous peu. Le fait que l'Afrobasket puisse se tenir ici, c'est la récompense de ce grand stade-là qu'on a mis du côté de Diamniadio. C'est une très bonne chose. Oui. Je crois que je ne l'ai pas visité, mais je crois que c'est une génération de... C'est une infrastructure. C'est un joyau quand même. Il paraît que c'est très bien. Allez-y, et c'est tant mieux. Je vous invite à y aller. D'accord. Je vais demander à mes amis du ministère des Sports de m'amener. Bon, ça, c'est quelque chose d'important. Il faut aujourd'hui mettre en place des mécanismes pour que non seulement on puisse bénéficier des retombées de ces organisations, JOJ. Sur les JOJ, j'ai même milité un tout petit peu. J'étais dans le film qui présentait je ne sais pas où ça, dans quelle ville, et qui nous a fait gagner ce film-là. Je crois que j'ai quand même joué ma petite partition là-dessus. Et donc, il faut qu'on mette en place les mécanismes. Et ces mécanismes qui non seulement nous permettront de bénéficier de l'organisation de cette manifestation, mais de le faire perdurer, de le rendre pérenne. Et c'est ça qui est important. Je ne sais pas quel est le mécanisme qui a été mis en place pour la gestion de ce stade-là. On l'a confié à des privés. Est-ce que c'est l'État? Je crois qu'il y a également des arènes de lutte là aussi. On est en train de faire des progrès, mais il faut les mécanismes autour. Il faut des mécanismes. Il faut de sérieux mécanismes. Et cela, je suis désolé de le dire encore une fois, je ne suis pas sûr que ce soit seulement entre les mains du ministère des Sports et des sportifs. Il faut élargir et trouver des compétences qui vont aider peut-être à gérer cela. Parce que ceux qui gèrent les grands clubs sportifs d'aujourd'hui, je vous le dis, en Europe, ce ne sont pas des sportifs. Les sportifs, ils sont en avant. Oui. On les met en avant, comme les entraîneurs, comme les managers et tout cela. Mais ceux qui font le management au jour le jour... Ceux qui établissent la politique... Par exemple. Oui. La politique sportive d'un pays, oui. Aujourd'hui, si vous prenez le Paris Saint-Germain, il y a un directeur général. Oui, ils font des juristes. Est-ce que les gens le connaissent? Ils ne le connaissent pas. Ils ont des directeurs généraux. Il y a un travail de base à faire à l'ombre. Il y a des hommes de l'ombre. Il y a des hommes de l'ombre qui font le travail, qui développent l'esprit marketing, qui donnent des stratégies. Et après, bon, ceux qui sont les plus connus, comme les grands entraîneurs, anciens footballeurs, anciens joueurs et tout ça, eux, ils sont devant. Et ça aussi, c'est du marketing. C'est du marketing, oui. Absolument, c'est du marketing. Oui, on ne saurait finir, professeur, sans parler de la reconversion des grands sportifs. En tout cas, on va se pencher sur le cas du Sénégal. Il y avait le cas Ferdinand Coly qui à un certain moment a un peu boudé parce qu'il voulait lancer un projet et que d'après lui, en tout cas, on lui a mis les bâtons dans les roues. Donc, est-ce que pensez-vous qu'au Sénégal, la reconversion de nos grands sportifs est un problème et que faudrait-il faire pour les aider à vraiment passer de l'autre côté, comme on dit? Là, je suis content pour cette question. Vraiment, c'est une très très bonne question parce que moi, je suis éducateur et depuis quelques années, je suis en train je monte à la limite une formation spécifique qu'on appelle master et qui est ouverte aux anciens sportifs justement. Avec beaucoup de difficultés, je ne le cache pas. J'ai d'énormes difficultés parce que je l'ai ouvert à l'université Cheikh Anta Diop il y a quelques années et j'ai voulu l'ouvrir à d'anciens sportifs. J'ai eu d'énormes difficultés et la difficulté, c'est le fait de me dire ouais, non, il n'a pas de maîtrise, il n'a pas de ceci, il n'a pas de cela. Le problème des diplômes. Alors du coup, il y en a une qui a réussi à passer entre les mailles du filet et je suis très fier de le dire aujourd'hui. Et cette personne aujourd'hui, elle dirige la FIBA Zone 2. C'est notre championne et grande basketteuse, Rokhaya Pouy. Oui, mettons en exergue nos champions et nos champions. Voilà, oui. Donc aujourd'hui, j'ai ouvert ça en dehors de Cheikh Anta Diop et je suis en train de former, c'est l'occasion de leur faire un coucou à tous certainement qui sont en train de m'écouter, oui. Vos confrères, d'anciens sportifs, des dirigeants de clubs. On est en train de travailler, et même des avocats, on est en train de travailler sur le droit et l'économie du sport. Et je peux donner des noms. Il y a Amara Traoré qui est en train de subir cette formation aujourd'hui. Il y a chez l'ancien bâtonnier qui est en train de subir la formation. Un ancien international qui est devenu banquier qui est en train de subir la formation. Il y a certains de vos confrères, les Latif Ndiaye, Baïjak Diop, Adja Bitey et tout ça. Elles sont en train de suivre cette formation-là. Est-ce que j'ai une place? Pour l'année prochaine si on peut. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que cette question, vous la posez, elle est fondamentale, elle est importante. Vous savez, je vais faire le parallèle avec la France. Quand la France a gagné la Coupe du Monde de 98, ils se sont dit, on a atteint le summum. Après la fête, ils sont allés voir les autorités, les footballeurs. Ils sont allés voir les autorités, ils disent, on fait quoi? Nous, maintenant, on a gagné. Qu'est-ce qu'on fait? On a fini notre cursus, on fait quoi?
Les autorités leur disent, nous on veut bien vous prendre, mais vous avez quoi? Alors ce qui a justifié qu'aujourd'hui, il y a un diplôme de management du sport qui existe dans une université française qui s'appelle Limoges. C'est un de mes collègues qui l'a ouvert. Et dans ce diplôme, on rejoint là-dedans tous les anciens, les Didier Deschamps et tout ça là. Ils ont tous fait ce diplôme-là. On l'a ouvert à d'anciens sportifs. Et aujourd'hui, je crois que le fer de lance de la dernière promotion, c'est le gardien de but de l'équipe de France de handball qui s'appelle Thierry Omeyer, qui a tout gagné dans le monde. Donc c'est ce genre de choses qu'il faut mettre ici en place. Et je crois qu'ils en ont besoin. Il faut les former, il faut les aider. Mais leur ouvrir l'université, ça ne veut pas dire à tout le monde venez. Il y a un minimum. Et ils l'ont tous fait, les Reynald Pedros, tous ces gens que vous voyez qui ont fait ce genre de choses-là. Diomansi Kamara, Habib Bey est en train de se former. C'est cela aujourd'hui, c'est la formation qui peut les aider. Ils ont eu le talent ça dure 5 ans, c'est fini. Il faut qu'ils continuent à vivre. Oui. Comment on va leur faire vivre? C'est les aider à continuer à rester dans ce qu'ils aiment en les formant. Voilà. Nous sommes à 4 minutes du journal. Avant de finir, Business Mag, on garde toujours le meilleur pour la fin. Je vous avais parlé du quiz. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. On y va? Oui. Super. Définition de déflation. Déflation. Oui. Vous avez 3 secondes. Non. Non, je n'ose pas donner une définition qui va me poser des problèmes avec mes étudiants. Moi, attention, je suis un éducateur, je ne l'ai pas en tête. Donc, vous passez. Je passe. Donc, je vous donne la définition. Diminution générale et durable du niveau général des prix. Vous avez perdu. Vous démarrez mal. D'accord, non, mais nous, on est des éducateurs, on aime bien les définitions précises. Alors, me donner quelque chose. C'est normal que je vous jette par moment. Je sais, c'est pas méchant. Voilà, deuxième question. Football, le meilleur buteur du siècle dernier. Ouh là là. Du siècle dernier? Oui, siècle dernier. Siècle dernier. Et c'est pas Pelé, non? Non, c'est pas Pelé, c'est Joseph Bican. Il a marqué 805 buts. Il habite où, lui? Je vous le souffrais en deux mauvaises réponses. Professeur, vraiment. Mais non, attendez, moi, le plus, je vous le remets. Il habite où? C'est Joseph, comment vous avez dit? Ici, c'est moi qui pose des questions. Ah, ben d'accord. Donc, vous aussi, vous avez perdu. On y va. J'ai pas perdu. Voilà, troisième question. C'est quoi une monnaie fiduciaire? Une fiduciaire qui est fondée sur la confiance. La fiducie, on comprend à peu près. Voilà. Billet de banque émis par la Banque centrale. Bon, on va parler de foot. Bon, je vous tends là une brèche, professeur. Essayez de la saisir. Vous allez essayer. Oui, football. Pour finir, on va parler sport. Pour vous, vraiment... C'est pas le meilleur défenseur et tout ça. Vous n'allez pas me poser ce genre de questions-là. Je sais pas. J'essaie de vous tendre une brèche pour que vous sauviez l'honneur. Bon, c'est des indices que je vous donne. Ancien instituteur, ancien footballeur, fondateur en 1950 du Réveil de Saint-Louis, puis entraîneur du club en 1965, directeur technique de l'équipe nationale du Sénégal en décembre 1966. Qui suis-je? C'est pas Mawad, non? Oui, une bonne... Enfin... Voilà. Bravo. Et enfin... Mawad, lui, il est très connu, c'est pour cela. Au moins, vous finissez en... Il est plus connu que Joseph. Joseph, comment vous avez dit, Joseph? Joseph Bican, au moins vous finissez en beauté. Donc, merci, professeur Abdoulaye Sakho. Je rappelle que vous êtes directeur des métiers du droit, fondateur du Master droit et économie du sport. Vous êtes juriste de formation, vous êtes professeur à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, un homme disponible, humble, ouvert d'esprit. Merci, vous m'avez fait l'honneur d'accepter mon invitation et revenez quand vous voulez. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie et je profite pour dire bonjour également à mes amis de la promotion du lycée Blaise Diagne des années 70 qui certainement sont en train de me suivre parce qu'ils m'ont lancé beaucoup de messages. Je voudrais leur dire merci d'avoir suivi les étudiants de la promotion et à tous ceux qui ont voulu suivre cette émission. Et je voudrais dire bonne chance à mon ami Aliou Cissé et aux Lions du Sénégal. Tous derrière les Lions du Sénégal. Merci à Biran Cissé qui a assuré la partie technique. Awa Diop était à la réalisation. Dans un instant, la grande édition de midi avec Antoine Diouf, le Midi King. Merci et à samedi prochain, Inch'Allah.